Bonsoir. Faut-il parler d'une nouvelle dictature du rire, d'une tyrannie de la dérision? Car le rire est partout, il s'impose à tous, à la télévision, à la radio, dans les salles de spectacle. On s'arrache les comiques, on s'arrache surtout leurs auteurs, car leurs vannes valent de l'or. La dictature du rire, c'est donc le thème de ce 242e numéro de Complément d'enquête. Mais vous savez, ils se font de l'argent sur notre dos. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que ces gens-là, je parle des marionnettes, mais je parle aussi des humoristes, se font de l'argent sur nous, sur notre dos. Ils se font du fric. La réalité, c'est ça, c'est qu'on est des produits pour eux. On n'est pas autre chose. Voilà, celle que vous venez d'entendre, c'est bien sûr Nadine Morano qui se plaint d'être caricaturée par les Guignols, d'être brocardée, pour ne pas dire insultée par Guy Bedos. Mais elle n'est plus la seule à se plaindre. D'autres, comme Jean-Louis Borloo, osent dire qu'ils en ont assez d'être ridiculisés et de devoir courir les plateaux pour rire à n'importe quelle vanne sous prétexte d'être ringardisés. C'est ça ce qu'on appelle la dictature du rire. Vous allez voir que le rire est devenu un enjeu commercial primordial. Il faut rire tout le temps de tout, toutes les 15 secondes, au point qu'on s'arrache les comiques et surtout leurs auteurs qui valent de l'or. Vous allez découvrir aussi que le rire peut être le véhicule d'idées beaucoup moins avouables. Savez-vous par exemple ce que signifie la quenelle de Dieudonné? Certains y voient un geste potache, alors que pour d'autres, eh bien, c'est un signe de ralliement antisémite. On va parler de tout cela, de toutes ces formes de rire, d'humour. On va le faire dans différents théâtres, dans différentes salles de spectacle, comme ici le théâtre de Gymnase. On recevra ici le comte de Boudherbala, puisqu'il a débuté ici. On recevra aussi Christophe Barbier et Marc Jolivet, qui vont monter ensemble sur scène d'ici peu. Et puis Jean-Pierre Raffarin, qui nous rejoindra à l'Odéon. On commence donc par le cœur du métier, la vanne, l'histoire, la blague. Savez-vous par exemple que des imitateurs comme Canteloup ou Gérard ont recours à des auteurs? Ils ne sont pas les seuls. C'est une enquête de Romain Bouty, de Guillaume Beaufils et de Sophie Lafargue. Bonjour et bon réveil. Il est un peu plus de 7 heures. Nicolas Canteloup débarque dans la rédaction d'Europe 1. Il vient peaufiner sa revue de presse avec ses auteurs. Bonjour Nicolas, vous allez bien? Bonjour Nicolas. Vous n'êtes pas très en avance aujourd'hui. C'est à cette heure-là qu'on a... Pas une minute à perdre. Dans un peu plus d'une heure, il est à l'antenne. Une baleine de main soutif, c'est la même taille qu'une baleine normale. Comme chaque matin, l'humoriste découvre les 3 pages de texte écrites la veille par ses 2 complices, Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian. Leur job, le fournir en vannes les plus drôles possibles. Tiens, la pêche au thon qui Qui fait quoi? Comment ça marche? Rien, chacun fait n'importe quoi et puis et après ça se voit. Non, je sais pas, c'est le meilleur gagne quoi, c'est le jeu de l'inspiration. On écrit des masses de textes et au final on cut au dernier moment. La santé de Chirac, Merkel et Cahuzac. Comme chaque jour, la bande à Canteloup va faire son miel de l'actualité. Pour le procès de François Hollande, là, très bien. Eux me font rire tous les jours. Tous les jours, j'ai mes 2 doses de rire, c'est quand je découvre les vannes qu'ils font, les saillies qu'ils ont. Ce matin, vous êtes content de leur livraison? Ouais, non, mais ça fait des années qu'on travaille ensemble et c'est même plus, il y a même plus de correction à faire. Je mets du 20, du 19, du 19 et 8h38, l'heure d'aller en studio. L'instant de vérité pour Nicolas Canteloup, mais aussi pour la station. Le quart d'heure est stratégique. C'est en partie maintenant que la bataille des matinales avec la concurrence se perd ou se gagne. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé juste avant? Mort de trac. Non, mais nous on est très lâche, tu sais, tu laisses ton pote aller en première ligne. Non, mais donc on croit, on fait confiance au talent de Nico. Donc, vous n'avez pas peur parfois du bide, de la panne Tous les jours, tu as plein d'auteurs qui t'expliquent qu'ils ont compris l'humour. Lui, ça fait 15 ans, moi une dizaine, on n'a toujours pas compris. Je sais pas ce qui va marcher ce matin. Et ce qui va cartonner ce matin, c'est l'humour allemand façon Angela Merkel, l'une des voix fétiches de l'imitateur. Une baleine de moule soutif, c'est la même taille qu'une baleine normale. Oh là là. Soulagement en régie pour Vassilian et Cavrivière.
et hommage en direct. Ils le méritent, regardez comme ils sont cabots, ils sont à l'antenne. C'est une fois tous les 10 ans, c'est comme la comète de Halley, profitez-en les gars. Un peu de lumière pour ces hommes de l'ombre. Longtemps cachés, aujourd'hui les auteurs sortent au grand jour. Car derrière les stars du rire se cache souvent un double, un nègre. Pour Jamel, ce fut longtemps Kader Aoun. Pour Jean-Marie Bigard, Laurent Baffy. Et pour Laurent Gérard, le duo Albert Algou et Eric Logérias. Pas de bons comics en bon auteur, alors quand la concurrence fait rage, quand le rire est partout, le seul talent des interprètes ne suffit plus. C'est à celui qui aura les meilleurs sketchs, les meilleures vannes. Bref, les meilleures plumes pour remplir les salles et assurer son succès. Mais comment travaillent ces comiques de l'ombre? Quels sont leurs secrets pour déclencher ces précieux rires? Qui sont ces mercenaires de la blague? Paris, quartier Montparnasse. Voici un auteur qui monte, Grégoire Day, 35 ans, autodidacte. Il y a 10 ans, quand il était conseiller en gestion, il n'aurait jamais imaginé voir son nom sur un théâtre. Il y a votre nom sur l'affiche? Ouais, il y a mon nom sur l'affiche. Vous montrez? Ouais, là, il y a mon nom sur l'affiche, là-bas. Ça fait toujours plaisir. Je suis toujours content de venir ici et de voir que, voilà, on a réussi à faire ça. Ça, c'est le spectacle de Bérengère Krief qu'il a entièrement écrit. 3 ans qu'elle fait ça le comble, avec les textes de Grégoire Day, et notamment le sketch qui a révélé la jeune humoriste, le dragueur relou. J'ai flashé sur vous. Ah ouais, fais voir. Oh, c'est vrai que t'as un peu une tête de radar, ouais. Ah Miss enfin attention, t'as fait tomber quelque chose. Mon cœur. Sa recette à lui, des vannes en rafale, pas de temps mort entre les rires. Et bonsoir. Salut. Ça va? Ça va? Ce jour-là, il va proposer à Bérengère un nouveau sketch. Il y a 20 ans, si ton gamin était moche. Bon, Cela parle des millionnaires du net, des geeks. Très laid. Grégoire l'a fait travailler sur le rythme du sketch. Il anticipe même les éclats de rire. Stop, parce que là, ça va rire normalement. Là, il faut que les gens ils comprennent de qui tu parles. Ouais. Pas de place pour l'impro. L'art de la vanne, pour lui, c'est du sérieux. Tu sentais bien que le mec, il avait plus un physique à recevoir un prix Nobel qu'un prix de beauté. Il faut que ça sonne comme une blague. Il faut que les gens ils retentissent dans leur tête cette petite musique qui dit ça va être marrant. C'est-à-dire qu'en général, il y a une prémisse, un développement et une chute. Donc on pose un contexte, on le développe et on fait une chute. Voilà. Bill Gates est tellement riche que c'est le seul mec au monde qui fait exprès de pas cocher les bons numéros à l'euro million. Là, c'est vraiment un truc d'empilage de vannes. Même si c'est pas très marrant, il faut pas que tu les lâches. Et c'est tellement il est riche, le mec. Il t'empile, en espérant que ça déclenche une cascade de rire. Réponse le soir même, 21h à Joinville-le-Pont. 300 spectateurs attendent dans le froid. Le spectacle affiche complet. En loge, Grégoire est venu rassurer son artiste avant le test de ce soir. Moi, je suis un peu plus concentrée que d'habitude parce qu'on a du nouveau. Et du coup, ça demande plus de concentration, quoi. J'ai un peu les miquettes. Voilà, je le dis. Pour simplifier, un petit peu les miquettes. Grégoire, lui aussi, a la pression. Il a peur du bide. Alors, pour voir si ses vannes sont drôles, il va redevenir spectateur le temps d'une soirée. Là, en fait, je me mets au milieu du public pour avoir une idée exacte de ce que les gens y ressentent, pour avoir le même point de vue qu'eux. Et puis surtout pour sentir si ça rit, si ça rit pas, s'il y a des réactions. Donc, si ce qu'on a fait, ça marche. Quelques minutes s'écoulent, les sketchs habituels emballent la salle. Mais quand vient le nouveau, celui sur les geeks, la réaction est plus mitigée. Ah mais ouais, mais aujourd'hui Bill Gates il est tellement riche que quand il va faire un prêt à la banque, elle met des années à lui rembourser. Il est tellement riche que sur son petit carnet, Grégoire note des commentaires sur le niveau de rire de ses voisins. Une fois il a filé de la thune à un millionnaire parce qu'il lui faisait pitié. Il est tellement riche qu'il a racheté un club de foot au Qatar. Merci beaucoup. C'est marrant cette photo. Sitôt le show terminé, dédicace ses photos pour l'artiste.
quand sa plume de l'ombre réfléchit déjà à améliorer son texte. Et ce sketch alors, il a marché? Voilà un truc auquel on s'attendait pas, c'est-à-dire que tout le principe autour duquel le sketch est bâti ne fonctionne pas. Tout simplement, l'énumération ne marche pas, mais tout ce qui a été écrit en amont et en aval cartonne. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des trucs qui marchent super bien. On a eu des applauses, alors que c'est la première fois qu'elle le dit sans vraiment de jeu. Ça veut dire que l'énumération qui manifestement ne marche pas, ça va sauter. Pas l'état d'âme à faire sauter ses propres vannes. L'important, c'est l'humour et le nombre de spectateurs. Grégoire Day empoche 10% des recettes du spectacle de Bérangère Krief en droit d'auteur. Et bonsoir. Mais ce n'est pas tout. Avec un ami auteur, Grégoire Day est régulièrement sollicité par des producteurs de one-man show. Le rire est devenu un tel business qu'on l'appelle à la rescousse pour rajouter des blagues. Exemple, avec le dernier spectacle d'Anthony Cavana. J'en ai rajouté, 200, et ils en ont gardé la crème, quelques blagues. Dans son spectacle, Cavana parle de sa paternité. Il se moque des SMS que les pères envoient juste après la naissance d'un enfant. Grégoire lui a vendu la chute du sketch. Moi, j'ai fait une blague sur le fait qu'on envoie toujours un SMS groupé. Mathis est arrivé à 4h07, il est magnifique, tout le monde se porte bien. Je dis heureusement qu'on fait pas ça tout le temps, notamment quand on sort des toilettes. Voilà. Et 16h12, je sors des toilettes, je suis super soulagé, j'ai cru que j'allais devoir faire une péridurale. Tout s'est bien passé. Et surtout, c'est là qu'on se rend bien compte que cette vanne dite par Anthony Cavana, elle peut être très drôle, dite par moi, non. Quand il est né, comme tout papa fier, j'ai envoyé des SMS groupés à la planète entière. Il est 4h07. Mathis est arrivé. Il est beau. Tout le monde se porte bien. Heureusement qu'on n'envoie pas des SMS groupés à chaque événement de notre vie comme ça. Il est 16h12. Je sors des toilettes. Je suis super soulagé, j'ai cru que j'allais devoir faire une péridurale. Pour ses éclats de rire, Grégoire Day a été payé au nombre de mots. Au total, plusieurs milliers d'euros. Eux, cela fait bien longtemps qu'ils ne sont plus payés à la vanne. Dans un bureau de TF1, nouvelle réunion d'écriture pour les auteurs de Canteloup et nouvel enjeu. Au programme, les 6 minutes de 20h45 après le journal. China is the tongue, China is the name, China, it is the petit verre with the femme à poil dans le fond. Mais c'est super. L'exercice est périlleux. À cette heure-là, 8 à 9 millions de personnes les regardent. J'y connaissais quelque chose. Non, Jean-Marc, c'est Pékin, pas Express. Jean-Marc, c'est... On a coupé un truc. Là, et pour résister à une telle pression, mieux vaut bien se connaître. Dans l'équipe, tous ou presque sont passés par le Club Med. On se connaît depuis 20 ans. Stéphane, il est ancien chef de village du club. Donc il n'y a pas de bataille d'ego. Les mêmes potes qui s'amusent au club. On en a pris un qui avait fait des études pour étudier le rire, le cinéma et tout ça. Et ça fait un très bon équilibre. Moi, je suis le moteur, mais eux, ils mettent l'essence. Voilà. Quand les gens nous relatent des épisodes dans la rue, on dit « Ah, ça c'était drôle, etc. » Ils me disent pas la voix, le truc, si, parfois ils me disent la voix est rigolote, mais c'est la vanne qui va faire que le matin, la machine à café, les gens vont dire « Ah, t'as entendu ce qu'ils ont dit ?» Voilà. C'est de trouver le bon axe, c'est ça, c'est eux. Non, arrête-toi, finalement, j'ai envie de pisser, là. Et ce qui va faire rire ce soir-là, ce sera la prostate de François Hollande. Excusez-moi, il faut que j'urine. Excusez-moi d'être passé par la forêt, mais j'ai envie de pisser. Oh, Jean-Marc Ayrault. Ça venait un peu. Des gags potaches, des imitations qui cartonnent. L'émission dépasse régulièrement les 30% de part d'audience, du jamais vu à cette tranche horaire. Bienvenue dans cette météo marine, pause de tendresse. Bonsoir à tous. Fort de leur vanne, Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian comptent parmi les auteurs les mieux payés de la place de Paris. Ils sont très convoités, alors pour ne pas les perdre, leur producteur Jean-Marc Dumontet a su trouver les arguments. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Elles valent cher, les vannes des auteurs de Canteloup? Elles valent très cher, mais faut savoir payer le talent. C'est-à-dire, on peut en savoir un peu plus? Ils ont un talent, je vous donnerai pas de chiffres, mais ils ont un talent qui est très rare, donc c'est très normal sur un marché concurrentiel qu'ils soient très largement rétribués et rémunérés en fonction de leur qualité. Voilà, donc c'est vraiment un niveau financier très important, mais tellement justifié. Quant aux premiers concernés, sans surprise, c'est par une boutade qu'ils esquivent notre question. Alors,
Alors moi j'adore parler d'argent, mais comme je gagne comme lui, on peut pas en parler. Je pourrais pas le dire. Mais quand on travaille en télé, il y a plein de potes qui te demandent des sous et puis on leur prête. Donc si on dit nos salaires, ils vont jamais nous rendre notre argent qu'on a prêté. Donc on va pas le dire. Un salaire à plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est le seul indice que nous obtiendrons. Le prix à payer, des journées marathon. Ce jour-là, il est 20h passées. Direction un bar huppé de la capitale. Leur 3e journée commence. C'est reparti pour 2 heures d'écriture, celle de la revue de presse du lendemain pour Europe 1. Alors que mon âne, elle a une studette à Pantin. Un tableau de Madrid qui clignote. Travailler dans l'ombre d'un imitateur vedette, eux le vivent plutôt bien. Mais il y en a un pour qui ce fut plus difficile. Bernard Mabille, 66 ans, fut lui aussi une plume à succès, celle du plus célèbre Trubillon des années 80. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ben ça, ce sont les disques de Thierry Leluron. C'était à l'époque des disques en cire, hein, on n'était pas encore au CD. Ça, c'est le Théâtre Marigny. C'était ma première collaboration avec Thierry. Votre nom, il est où? Ah ben, je sais pas, attendez, j'ai pas regardé. Mon nom, il est tout petit. Il est là, voilà, il est là. Bernard Mabille, ouais. J'étais, disons, un nègre blanc. Un nègre blanc. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'écrivais, mais on oubliait de me citer, quoi. C'était frustrant. C'est un peu frustrant. Aujourd'hui, il en rit. Mais à l'époque, Bernard Mabille était vexé. D'autant qu'il avait écrit 100% d'un des plus grands succès de Leluron, la fameuse parodie satirique sur Mitterrand. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant, c'est quoi? Du temps de Leluron, le sujet était tabou chez les artistes. Les auteurs comme Mabille devaient rester cachés. Question d'ego. Un jour, il a trouvé que je gagnais trop par rapport à lui et il m'a envoyé son agent pour me dire que il baisserait les pourcentages. Donc j'ai dit à l'agent, écoute, j'ai dit c'est simple, puisqu'un auteur est toujours propriétaire de ses textes, quoi qu'il arrive, je retire les miens. Donc Thierry rentrera en scène en disant bonjour, il repartira en disant au revoir. Et le lendemain, il m'a appelé en me disant mais mon agent est un con, il n'a rien compris, tu plaisantes. C'était des rapports comme ça, un peu. Chacun poussait assez loin le bouchon. 30 ans plus tard, l'homme de l'ombre a troqué son costume d'auteur pour celui de chansonnier sur scène. Désormais, il joue son propre spectacle et il a son nom sur l'affiche en grand. Mais curieusement, il s'en serait bien passé. J'aurais préféré rester dans l'ombre, écrire chez moi, partir en vacances, voir des copains, profiter de la vie pendant qu'un mec se démenait sur scène pour me faire gagner des droits d'auteur, vous voyez, parce que là, je suis obligé d'aller au charbon, malade, pas malade, grippé, pas grippé, je suis obligé d'y aller, quoi. Bon, j'y vais. 6 jours sur 7, Mabille fait rire 350 personnes, juste avec ses mots, juste avec ses quelques feuilles. L'ancien nègre utilise les services d'un seul et excellent auteur, lui-même. Bonjour. Et voilà pour ce reportage de Romain Boutilly et de Guillaume Boffis. Et on est ici, salle Gaveau, avec vous, Marc Jolivet et Christophe Barbier. Salle Gaveau, ou plus exactement dans la salle Rostropovitch, qui servait de salle d'exposition pour les pianos Gaveau dans le temps. Et si on est là avec vous, c'est parce que d'ici quelques jours, le 28 décembre jusqu'au 5 janvier, vous allez jouer ensemble. Absolument. Dans cette salle. Un spectacle que vous avez écrit vous-même ou pas? Vous avez des auteurs, vous pourriez dire qui est le nègre de qui dans C'est l'histoire? extrêmement compliqué parce que c'est parti d'un livre qu'on a écrit en parallèle, chacun des chapitres, puis on s'est échangé nos chapitres. Après, c'est Marc qui a pris la plume quand même parce que c'est lui l'homme de l'art. Et moi, je suis simplement le premier lecteur, je rajoute des choses, je mets un peu des épices. Alors, on vient de voir ce reportage sur les auteurs, hein, et on a l'impression qu'ils sortent de l'ombre, les auteurs, qu'on les voit plus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être auteur.
Non, non, je voyais le reportage, Donc, j'ai beaucoup de mal, moi, à écrire pour les autres. Bon. Mais est-ce qu'on a besoin plus aujourd'hui d'humour qu'hier? Est-ce qu'il y a effectivement un appétit, qu'on doit mettre l'humour à toutes les sauces? Dans vos spectacles, je ne sais pas si on nous disait tout à l'heure que il faut rire quasiment toutes les 20 secondes maintenant dans les spectacles. Il y a une espèce de dictature comme ça, de tyrannie du rire absolu et immédiat. Alors nous, on a décidé avec Christophe qu'il y avait 2 secondes de respiration. Hein, c'est ce qu'on s'est dit. 17 secondes, 2 secondes de respiration et on reprend. Voilà, parce que c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, si on respecte ça, voilà. En dessous, c'est plus remboursé. En dessous de 20. Je reviens sur cette histoire d'humour. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un appétit d'humour plus grand aujourd'hui qu'hier? Bien sûr, je sais pas, moi je pratique ça depuis toujours, donc non, oui. Non, il y a un besoin du rire comme antidépresseur et comme distraction par rapport à la crise, plus important aujourd'hui qu'hier. Le problème, c'est la nature du rire. C'est que le rire formaté en boîte toutes les 20 secondes, le rire facile peut être trompeur, un peu comme les rires enregistrés dans certaines séries américaines. Ce qui s'éloigne, et c'est dommage, et c'est pour ça que moi j'aime travailler avec Marc, parce que lui, il lutte contre ça, c'est le rire politique. Quand on voit Thierry Leluron, c'était la politique qui fournissait le matériau du rire. Maintenant, c'est la vie quotidienne. On va faire rire avec les portables, les mésaventures, les mères et on a les l'impression qu'il y a une dérision de plus en plus systématique des politiques dans les émissions de télé partout. Il y a les émissions de télé, il y a eu les marionnettes, les guignols, le bébé de show, il y a les imitateurs. Ça, ce sont des genres qui sont en pleine forme. Mais l'humour caustique contre la politique, à partir de textes écrits, sans imiter, ça c'est devenu plus rare. Les chansonniers sont quand même une espèce un peu en voie d'extinction, et donc il faut cultiver cela, parce que ça c'est très français, et c'est aussi un des ferments de la démocratie. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, et j'adore quand il parle, je vous jure, j'adore. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes rencontrés et choisis, c'est un bonheur de travailler avec Christophe Barbier, car Christophe n'a pas de complexe. Alors, on parlait de ce rire politique. On voit beaucoup, et on parle de la dictature du rire dans cette émission, on voit beaucoup de politiques s'en plaindre, dire qu'effectivement c'est dérision partout, quelques-uns se plaignent de devoir courir les plateaux de télé pour faire rire, pour une question d'image personnelle, et d'autres se disent on en a marre d'être brocardés. C'est quoi? C'est un jeu de dupes, ils ont raison, ils sont trop présents sur les plateaux? Les politiques ne peuvent pas se plaindre, parce qu'ils cherchent à toucher le plus de monde possible, donc ils se sont prêtés eux-mêmes aux émissions les plus folles, à la télé-réalité, aux talk-shows, pour aller essayer de toucher les électeurs. Que ça leur revienne dans la figure quand les humoristes s'en emparent, ils ne peuvent pas s'en plaindre. Par ailleurs, encore une fois, s'il n'y a plus cette soupape de la dérision contre les politiques, on ferme un volet de la démocratie. Mais on ne dévalorise pas le message du politique? Non. Si le message du politique est fort et si le politique est efficace, la dérision est comme une cerise sur le gâteau. Il y a quand même le gâteau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en politique, il n'y a plus de gâteau. Alors on voit que la cerise est la crème de la tarte qu'on leur envoie à la figure. La dérision et l'humour ont remplacé le discours de fond. Il n'y a plus vraiment de message. Bien sûr. Avant, il y avait le gouvernement, la politique menée, les résultats qu'elle avait, plus la dérision. Maintenant, c'est devenu tellement vide et creux parfois la politique qu'on a l'impression que la dérision fait office de politique. En revanche, là où les politiques ont raison, c'est que la puissance d'Internet et des médias sociaux qui font tourner en boucle les dérisions ou les boulettes des politiques, ça c'est un ennemi terriblement dur à combattre. Et cette dérision, est-ce qu'il y a effectivement cet humour un peu caustique qui se multiplie? Est-ce qu'on dit souvent que c'est Canal, les Guignols, maintenant le Petit Journal, etc., qui sont les fers de lance de cet humour-là, qui peut être dévastateur? C'est vrai? Vous le sentez comme ça, cet humour? L'humour est teinté de dérision aujourd'hui? En ce qui nous concerne, nous, avec Christophe, je dirais qu'on essaye toujours d'aller très loin sans aller trop loin. Moi, j'adore ce métier d'humoriste, je trouve que c'est un métier noble. Donc je crois qu'on n'a jamais besoin d'aller à l'insulte. Donc on peut aller très loin avec Christophe parce qu'on fait très attention à ça. Ni l'insulte, ni blessé. Ni insultant, ni diffamatoire. J'ai 63 ans, je suis fier de n'avoir jamais eu de procès, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est une fierté. Je parle d'humour blessant, éventuellement méchant, etc. Évidemment en référence à ce qu'on a vu ces derniers temps. On a vu les bananes pour Taubira, on a vu la quenelle de Dieudonné et toutes les polémiques autour de tout ça. Est-ce que là aussi l'humour est apparu comme une espèce de couverture, d'alibi qui permet d'être offensant éventuellement? C'est pas pareil. Il y a de l'injure qui, une fois qu'elle est débusquée, dit « Ah ben non, c'était de l'humour ». Et ça, c'est toute la stratégie de Dieudonné. Attention, il ne faut pas tomber là-dedans. Parfois, il y a de l'humour qui peut être trop violent. Par exemple, Bedos avec Morano. Mais Morano a tort d'aller en justice. Il faut qu'elle réplique sur le même terrain. L'humoriste a le droit d'aller trop loin et de revenir très vite. Mais il faut distinguer d'un côté un message politique nauséabond qui se déguise en humour et de l'autre côté un humour qui est parfois un peu trop acide. Aujourd'hui, le commentaire politique et l'humour sont victimes un peu du même mal, c'est le politiquement correct. Desproges irait devant les tribunaux tous les 15 jours s'il était encore là. Il faut lutter contre ça. Au nom du politiquement correct, il ne faut pas faire taire les humoristes. Mais au nom du droit des individus à faire respecter leur identité, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas que les propos sérieux puissent s'abriter derrière l'humour pour dire
on injurie un tel ou un tel. Bah, je suis absolument Il est d'accord. intéressant. Mais j'adore. Et sur scène, lorsque nous improvisons tous les deux, et vous imaginez ce que ça donne, c'est du bonheur. Bon, la quenelle, vous connaissez La quenelle. Vous avez entendu parler de la quenelle? La quenelle de Dieudonné? Moi, ça m'a valu bien des désagréments sur Twitter parce que j'ai commenté ce geste un matin sur iTélé. J'ai expliqué en quoi c'était une sorte de salut nazi inversé et en quoi. C'est entre le bras d'honneur et le salut nazi. Voilà. Les deux, c'est ambigu. Et l'idée, c'est de faire passer pour quelque chose de clin d'œil, quelque chose qui est raciste et antisémite. Quand on fait une quenelle à Auschwitz ou sur un mémorial de la Shoah, on le fait pas innocemment à cet endroit-là. Donc c'est d'évidence un geste qui a une charge politique nauséabonde et qui va dire bah non, c'est de l'humour. Oh, prenez pas ça au sérieux. Non, ça c'est une ruse, c'est un masque, il faut le faire tomber. Merci beaucoup, merci Marge Olivet, merci Christophe Barbier. Ça s'appelle comment votre spectacle? J'ai pas le nom, il y a un nom. Rêvons d'un monde meilleur. Parce que malgré tout ce qu'on a dit, quand même, l'humour, c'est la petite soupape, la petite lucarne. On respire. Bon, et c'est entre le 28 décembre et le 5 janvier, et c'est ici, salle Gaveau. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus ici pour nous parler de tout ça, puisqu'on parlait de quenelle, de Dieudonné, d'humour, ou de pensées qui sont peut-être un peu plus sombres et qui se cachent quelquefois derrière l'humour. Eh bien, on va aller voir ce qu'il en est de cette quenelle, ce qu'il en est de ces bananes qu'on brandit à la face de Taubira. C'est une enquête de Yvan Martinet, de Yann Moine et de Max Pacro. D'hiver en hiver, voilà 40 ans qu'elle vivait paisible dans cette lointaine banlieue à 1 heure de Paris. Comble-la-Ville, Seine-et-Marne, son clocher, ses pavillons. Bonjour. Et désormais, son élu raciste. Alors c'est vous qui êtes raciste? C'est moi qui suis raciste, oui. Je suis désolée, mais c'est aux dernières nouvelles, c'est ce qui m'a été dit, malheureusement. Claudine Declercq, 67 ans, était conseillère municipale UMP depuis une vingtaine d'années. Il n'y a plus de meubles, on a tout enlevé. Jusqu'à ce qu'elle publie sur sa page Facebook une caricature raciste de Christiane Taubira qu'elle jugeait drôle. Là, on a commencé à faire des valises, à faire des cartons. Depuis, elle est au cœur de la tourmente, sous antidépresseurs, anéantie par le scandale. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour me refaire une santé ailleurs, parce que ici, je sens que je suis la paria, si vous voulez. Je me sens comme une paria ici. On quitte précipitamment une maison qu'on aimait bien, une famille. Qu'est-ce qui vous blesse à ce point? Le fait d'avoir été traité de raciste. Simplement. Je ne suis pas raciste, c'est catastrophique pour moi d'avoir cette image alors que j'y suis pas du tout. Tout a commencé mi-septembre, en plein débat sur la réforme carcérale. Claudine Declercq et son mari sont contre. Sur Internet, ils voient passer cette réclame « Banania » détournée. Le slogan en petit nègre « Il y a bon Banania » a fait place à « Il y a pas bon Taubira ». Le visage de la ministre remplace celui de l'emblématique tirailleur sénégalais. Ça fait rire Claudine Declercq. Elle affiche la caricature sur Facebook. Vous la voyez, la limite? Non, je ne la vois pas. On la voyait pas. Bien sûr, aujourd'hui, tout est la moindre chose est mise sur le racisme. C'est disséqué aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas normal, quoi. C'est tout. Pour vous, c'est de l'humour? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est de l'humour, bien sûr. Combattre un adversaire politique en utilisant sa couleur, ça a quand même une connotation raciste. Non, parce que c'est pas sa couleur que j'ai combattue, c'est sa loi. Trait d'humour peu apprécié, il n'y a pas bon Claudine Declercq. Mi-novembre, elle est débarquée du conseil municipal et exclue de l'UMP. Fin peu drôlatique de sa carrière politique. Cette affaire, l'énième épisode d'une série d'attaques contre Christiane Taubira sous couvert d'humour. Comparée à un singe par une candidate d'extrême droite. Je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement. Traité de guenon lors d'une manifestation anti-mariage gay par une fillette de 11 ans qui agite même une banane en insultant la ministre. Les attaques racistes pleuvent, se scandent, s'affichent en une de l'hebdomadaire Minute qui invoque l'humour là encore. Au point que le 2 décembre dernier, au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, organise une soirée de soutien à Christiane Taubira. C'est le meilleur moyen de sortir des idées noires ou des bas instincts qui nourrissent les extrémismes. Au premier rang, des artistes venus faire corps derrière la garde des Sceaux, des chanteurs, des comédiens et des humoristes surtout. C'est formidable que des gens de styles différents se réunissent
pour une idée qui, personnellement, m'est très chère. Non, on ne peut pas tout dire, tout laisser faire. C'est pas possible. C'est très compréhensible ce qui se passe en France. Mais c'est pas parce que c'est compréhensible qu'il ne faut pas le combattre. C'est rien de plus grave que la bêtise. De jolis mots, mais à l'arrivée de Christiane Taubira, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Bonsoir mesdames, messieurs. Plus question d'humour, place aux cris et aux invectives. Je n'en pense pas bien. Ils sont d'une grande violence, non, vous ne trouvez pas? Interpellés par les CRS, les anti-Taubira sont rapidement maîtrisés. Et devant les caméras, ils vont répéter un geste suspect. Ce geste, un bras tendu vers le bas, la main opposée sur l'épaule. Quelle est sa signification? Quel message derrière ce signe? Nous avons retrouvé ces manifestants quelques jours plus tard, place Vendôme, face au bureau de la garde des Sceaux. Des semaines qu'ils s'y relaient, statiques et silencieux cette fois, pour protester contre les réformes Taubira. Parmi ceux qui ont conspué la ministre l'autre soir, Bruce, 21 ans, étudiant. Nous lui demandons le sens de ses bras tendus. Ça a été popularisé par Dieudonné. C'est juste pour dire au pouvoir qu'on en a marre de l'incompétence du gouvernement. C'est tout, enfin, rien de plus. Ce geste, il s'agirait donc d'un trait d'humour signé Dieudonné. L'humoriste controversé l'appelle la quenelle. Et ce soir ici, tout le monde connaît. Comme cette femme, Béatrice Bourges, porte-parole du Printemps français, la version radicalisée de la manif pour tous. C'est un geste qui a complètement dépassé son auteur, et d'ailleurs c'est ce qui se dit, et que voilà, et que, en fait c'est tout simplement un geste anti-système. Donc ceux qui font ce geste, eh ben, ils disent on est contre le système, c'est ça qui est intéressant. Ça a une signification sociologique. Enfin, intéressez-vous à cette signification sociologique. Riche idée. On a donc tapé quenelle dans un moteur de recherche. Les quenelles cuiront pendant une vingtaine de minutes dans une eau frémissante. Mais très vite, au-delà de la spécialité culinaire, apparaissent des centaines de photos du fameux geste né des sketchs de Dieudonné. Je leur ai mis jusque-là. Registre paillard. Trop tard. Un gentil gimmick de scène? Pas vraiment. Entre bras d'honneur et salut nazi, ce signe, l'humoriste l'adresse souvent à Israël et aux sionistes. Sur Internet, son geste fait traîner de poudre. Le bras tendu, certains de ses fans se mettent en scène, postent des clichés clairement antisémites. Devant des synagogues, un mémorial des camps de la mort, ou même Auschwitz. Et quand ce ne sont pas les lieux qui parlent, ce sont les visages. Ici Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch. Ce dernier concède tout au plus un geste d'irrespect. Un bras d'honneur un peu édulcoré, enfin bon bref, c'est un geste de potage quoi. Mais l'élu d'extrême droite préfère nous quitter lorsque nous voulons lui présenter ses photos. Je vais pas vous faire une quenelle quand même. Bon, je vous dis au revoir, bye bye. Parmi ces clichés, nous avons aussi trouvé une photo d'Alain Soral, l'essayiste d'extrême droite proche de Dieudonné, ici au mémorial de l'Holocauste à Berlin. Provocation? Appel à la haine? Allô? Monsieur Soral, bonsoir. Nous décidons de l'appeler. Avouez, monsieur Soral, que vous entretenez une certaine ambiguïté quand vous le faites dans un endroit aussi symbolique, ce geste, que le mémorial de la Shoah. Pas pour moi. Pour moi, c'est symbolique de rien du tout. Ça veut dire, vous les sionistes qui vous servez de la Shoah pour nous terroriser, nous empêcher de critiquer un État de type néo-nazi qui est l'État d'Israël actuel. Cette manipulation, ce chantage ne marche plus. C'est ça que ça veut dire. Alors nous, on dit oui, on a le droit de parler de tout, même de ça, et on vous emmerde. Vous entendez bien ma phrase? On vous emmerde, voilà. L'humour au service de la haine, c'est aujourd'hui ce qui est reproché à Dieudonné. Depuis plusieurs années, l'humoriste en veut à une association, la LICRA. Monsieur Jakubowicz? La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Alors c'est vous l'ennemi juré de Dieudonné? Alors écoutez, vous me faites beaucoup d'honneur. Dieudonné a même lancé une pétition pour faire dissoudre cette association. Car Alain Jakubowicz, son président, attaque régulièrement le comique en justice. On a cet exemple de la quenelle, là encore l'instrumentalisation de l'enfant, à qui on a mis une moustache à la Adolf Hitler. Ici, devant un fourgon qui a transporté les Juifs
vers la déportation. La quenelle, c'est en fait très grossier, hein, c'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé, hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé, on met le bras ici, et en fait c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Pour Alain Jakubowicz, Dieudonné a atteint un point de non-retour. L'humoriste politiquement incorrect est devenu un militant politique. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Dieudonné n'est plus un comique. Dieudonné est un homme politique, un activiste qui effectivement met son talent, et il n'en est pas dénué, loin s'en faut, et il peut encore être très drôle, mais il le met au service d'une idéologie. On n'est plus du tout dans l'humour. Dieudonné plus dans l'humour. Dieudonné banni des médias. Dieudonné condamné à 6 reprises pour ses propos à caractère antisémite. Pourtant, ses affaires se portent bien. Théâtre de la Main d'Or à Paris. Il y joue 3 soirs par semaine, souvent 2 fois dans la même soirée. Nous lui avons proposé de participer à ce reportage. Il a refusé. Merci beaucoup, bonne soirée. Nous nous sommes donc rendus à son spectacle en caméra cachée. 38 € la place, 200 spectateurs. La salle est pleine à craquer. C'est parti pour un show d'1h20. Au programme, des quenelles bien sûr, un humour acide et Christiane Taubira, ici aussi, comparée à un singe. Christiane Taubira, elle était verte. Elle a fait toute sa carrière sur la pleurniche des Noirs. Ouais, donc elle a dit François, enfin, il a dit écoute, Chita, fous le camp. Mais ce qui obsède l'artiste, ce sont décidément les Juifs. Au détour de la plupart de ses sketchs, des salves antisémites, jusqu'à cette charge contre Patrick Cohen, l'animateur de France Inter, qui voudrait interdire l'humoriste d'antenne. Tu vois, lui, s'il retourne, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. De l'antisémitisme à l'état brut, et pourtant, ça plaît. Comme la chanson avec laquelle il clôt son spectacle, une reprise détournée d'un titre d'Annie Cordy qui lui a valu d'être condamné. Au sortir de la salle, c'était super. Le public semble conquis. C'est gentil, merci, mais c'était génial. Mais tous ne souhaitent pas nous répondre. En fait, j'ai pas envie de répondre. En fait. J'ai un de mes supérieurs hiérarchiques qui est israélite. Vous comprendrez pas que j'y vais pour rigoler. On peut vous poser 3 questions? C'est quelle chaîne? C'est France 2. Ah, pas possible. Bon, pourquoi On fait pas dans les sionistes. Ils ne sont qu'une minorité à afficher ainsi leur antisionisme. La plupart semblent plutôt être venus pour rire d'un humour politiquement incorrect. Ça vous a gêné? Certaines blagues peut-être, mais non, ça allait. Et toi Thibaut, t'en penses quoi? Mais non, ça fait du bien qu'il n'y ait pas de limite, enfin. Alors c'est un extrême. Les extrêmes ne sont jamais bons, mais c'est rigolo. Moi je prends que le côté rigolo. C'est juste de la provocation, c'est pas de l'antisémitisme. C'est juste de la provocation. C'est marrant, c'est de l'humour, faut rigoler. Faut rigoler les mecs. Dieudonné banalisé, dédiabolisé par son public, qui préfère ne retenir que le talent de l'humoriste, ses provocations, et ne voit même plus son antisémitisme. Ils sont ainsi des millions à suivre ses chroniques sur le net, des milliers à reprendre avec lui à la fin de ses spectacles, Show Ananas, comme si le rire excusait tout. D'ici quelques semaines, l'artiste entend faire reprendre sa chanson dans tous les zéniths de France, dont celui d'Orléans. Bonjour, Yvan Martinet, merci de nous recevoir. Eliane Klein, 72 ans, y préside l'antenne locale du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Elle et son époux s'inquiètent de la venue prochaine de Dieudonné dans leur ville. Quand des hommes politiques disent les choses carrément, on peut les combattre. C'est plus difficile avec un homme de spectacle. Parce que bien sûr, il fait passer ça par de l'humour, soi-disant de l'humour. C'est ça qui est absolument très dangereux, en cette période surtout. Et on va rentrer dans une période électorale. Enfant, son mari Bernard a porté l'étoile jaune. Nous lui présentons ces images trouvées sur le net. Dieudonné y répète son sketch
et fait danser son régisseur déguisé en déporté. Oui, il y a quelqu'un qui se pense l'étoile jaune à côté. Oui. Ah oui. je voyais pas. Ah, t'as pas vu? C'est ignoble. Hein. S'il trouve qu'on parle trop des Juifs, mais il a qu'à pas en parler, lui. On en parlera moins. Moi, je l'autorise à changer de sujet. Mais qu'il parle de l'esclavage. Les épouses sont parties en croisade. Maire, préfet, ils répètent à qui veut l'entendre que Dieudonné et son humour sont un danger. Et dans cette bataille, ils ont trouvé un allié de poids. Monsieur le maire, bonjour. Le maire UMP d'Orléans, Serge Grouard. Allez-y, je vous en prie. C'est dans ce zénith que devrait se produire Dieudonné. Combien de spectateurs dans cette salle? On peut monter à 6000. Mais Serge Grouard vient de demander au préfet de faire annuler le spectacle pour trouble à l'ordre public. Mais un trouble, c'est quoi? C'est des bagarres, des tensions? Parce que jusqu'à présent, les spectacles de Dieudonné n'ont pas fait l'objet d'émeutes devant les salles ou... Oui, jusqu'à temps qu'un jour peut-être ça se produise. Vous savez, on est dans un pays qui est déjà sous tension. On le sent. Enfin, moi je suis maire, je suis tous les jours dehors. Je vois qu'il y a de la tension. Alors, on attend quoi? On en rajoute? On en rajoute? Ah non, moi j'assume les responsabilités qui sont les miennes. Tolérance zéro contre Dieudonné. Pourtant, des humoristes qui ont écrit sur la Shoah des sketchs politiquement incorrects, il en a eu d'autres, et pas des moindres. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Nous sommes en 1986, en plein dans les années touche pas à mon pote. Vous pouvez rester. Pierre Desproges n'en a que faire et signe ce sketch risqué. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Près de 30 ans plus tard, ce sketch est pris au premier degré par certains. Sur Internet, au bas de la séquence, la rubrique commentaires était même devenue un défouloir antisémite. L'équipe de Dailymotion a été obligée de suspendre les commentaires de la vidéo Les Juifs, car les propos racistes pleuvaient de façon consternante. L'animateur Antoine Decaune était proche de Pierre Desproges. Voir ainsi l'humour grinçant de son ami détourné, ça le consterne. Je crois que ce qui est très très malhonnête aujourd'hui, c'est d'essayer de détourner Desproges pour en faire un humoriste antisémite. C'est-à-dire d'isoler ce sketch-là et de dire « Ah, ça il faut le prendre au premier degré alors qu'on prendrait tout le reste au second degré ». Il y a par définition un travail sur le second degré chez lui. L'homme Desproges est insoupçonnable, c'est-à-dire c'est pas un mec qui avance masqué pour faire passer des idées pourries sous couvert de l'humour. C'est pas du tout ça, c'est exactement l'inverse. Le sketch de Desproges pourrait-il encore sortir aujourd'hui? Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui, c'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise, et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes qu'au cours des 30 Glorieuses. La société a changé. Donc ça passerait pas? Je crains que ça ne passe pas. Et pourquoi ça passerait pas? Parce que nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice? La question se poserait. En 2013, la LICRA a attaqué des humoristes à 3 reprises, chaque fois pour antisémitisme. Voilà pour cette belle enquête de Yvan Martinet et de Yann Moine. Et on est ici avec vous, comte de Boudherbala. Nous sommes ici sur le théâtre, enfin dans le théâtre du gymnase. Alors c'est pas rien le gymnase, parce que c'est là où vous avez démarré, c'est la salle de Coluche. En ce moment, il y a Arturo Brachetti qui se produit. Alors comte de Boudherbala, c'est votre nom de scène. Vous vous appelez Samy Méziane. Pour ceux qui ne savent pas encore, comme moi je ne savais pas quand on a commencé l'émission, Boudherbala c'est...
En arabe, c'est les guenilles, les haillons et le conte, parce que je viens de la ville de Saint-Denis, qui est un petit peu la cité des rois avec la basilique. C'est une espèce de faux noble, un aristocrate. C'est un conte en guenilles. Voilà, c'est une connerie qui est restée. L'image est assez jolie. Donc vous êtes kabyle d'origine, vous êtes passé par le Jamel Comedy Club, vous êtes passé par les États-Unis aussi, vous avez fait je pense que vous en faites encore des stand-up là-bas, en anglais. J'ai un spectacle en anglais que je tourne à New York. Alors un mot sur ce qu'on vient de voir, Dieudonné, cette grande enquête, et sa quenelle. Il est encore dans l'humour Dieudonné quand il fait ça, ou il est passé dans un autre monde, il est dans autre chose, et dans ses propres peurs, ses propres haines? Moi, en tant qu'humoriste, je ne vais pas juger un autre humoriste, je réfléchis juste à son succès et est-ce que ça marche. Si son spectacle marche, c'est qu'il y a une demande, il y a une offre qui correspond aussi à la demande. Après, sur le truc de la quenelle, je pense que c'est un pari qui, entre guillemets, qui est réussi parce que la preuve, vous en parlez. Donc c'est un outil marketing qui fonctionne. On a du marketing, hein, si ça dit ce que ça dit effectivement. Si pour certains, ils s'y retrouvent, ils y voient une espèce d'emblème antisioniste, voire antisémite, on n'est plus vraiment dans du marketing, on est dans autre chose quand même. Hein. Oui, c'est sûr, mais après, a priori, il y a une plainte de la LICRA, donc ça sera au tribunal de juger, je pense. Alors, on a vu aussi Taubira, on a vu les Y'a pas bon Taubira, les bananes qu'on le brandit devant elle, etc. Tout ça, quelquefois, c'est sous couvert de l'humour. Comme si on se cachait derrière l'humour pour s'en prendre de cette façon-là, avec des ressorts racistes, à une femme ministre de la garde des Sceaux. Je pense Est-ce que l'humour permet tout, ça je veux dire? L'humour permet tout, encore faut-il que ce soit drôle. Et si c'est dans un spectacle d'humour, ça passe. Quand c'est pas dans un spectacle d'humour, là c'est complètement différent. Bon, et si dans ce spectacle, ça véhicule des idées qui ne sont quand même pas des idées tout à fait recommandables? Après c'est aux gens de juger. C'est aux gens de juger parce que la scène nous donne cette liberté d'expression qu'il n'y a nulle part ailleurs. On ne peut pas dire la même chose si on passe à la télé ou si on est sur Internet ou si on est à la radio. La scène, c'est un espace de liberté clos et pendant 2 heures, on est avec les spectateurs. Donc c'est une relation intime. Ah oui, on crée une connivence. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans certains sujets et sorti du contexte, ça peut être très très mal interprété. Moi, dans mon spectacle, j'aime traiter de tous les sujets et je me mets aucune barrière. Je pense juste que ça doit aller crescendo un spectacle. Et après, ça dépend de l'histoire de la personne qui est sur scène. Moi, j'ai pas la même histoire qu'un Dieudonné, ou qu'un Patrick Timsit, ou qu'un Pierre Desproges, ou qu'un Coluche. C'est pour ça qu'un spectacle de stand-up, c'est très personnel. Et je pense qu'il y a autant de formes d'humour que d'humoristes. Et ça peut être très dangereux aussi dans la façon dont c'est reçu par le public. Alors on va regarder un petit extrait, à la télé, désolé, fait sur scène, d'une partie de votre spectacle qui vous a valu quelquefois des critiques. Là, vous vous moquez des Roms. On regarde. Comme je vous disais, il n'y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis, j'ai vu que c'était la crise, même là-bas, quand j'ai croisé dans les rues de New York, au feu rouge, des Roumains. Je vous jure que c'est vrai, le mec vient vers moi. Please, please, give me money, money for baby, please. Alors moi, je sais d'esquiver, tu vois. Non, sorry, French, s'il vous plaît, donnez-moi un pauvre bébé. Oh, l'enfoiré. Sans bras, sans jambes, mais parfaitement bilingue. Ils ont tout compris à la mondialisation. Les mendiants roms sur Paris au feu rouge, j'en peux plus. C'est quoi ce style vestimentaire chelou, là? Messieurs, dames, on est quand même le pays de la mode. Je vois la Norad, pourquoi tu fais ça? Soit t'es gitane, soit t'es musulmane, soit t'es au ski. Voilà, pour cet extrait-là, donc il y a des gens qui l'ont assez mal reçu. C'est pas mon cas, mais il y a des gens qui ont trouvé que quand même vous ostracisiez complètement toute une les Roms. Alors justement, là, faut revenir dans le contexte. Je parle pas des Roms, je parle des mendiants roms. Donc je parle pas d'une ethnie ou d'une nationalité, je parle... Oui, mais vous dites sur les Roms de ce que nous-mêmes, quelquefois, on s'interdit de penser. Ah oui, mais pourquoi vous l'interdisez de penser? C'est là où justement la liberté d'expression apparaît et la censure morale de chacun apparaît. Parce que moi, je me permets de parler des mendiants roms parce que ce sont mes voisins. Moi, j'habite à Saint-Denis, je vous la fais courte, au feu rouge, mendiant rome, je lui donne 1 euro, je repasse 5 minutes, il me redemande. Je lui dis, bon, je vais pas te donner de l'argent, je vais pas te donner de l'oseille toute la journée, je travaille pas pour toi. Mais après, j'établis cette relation d'égalité vis-à-vis de l'autre. Et je pense que être franc avec autrui, pour moi, c'est la vraie vérité. Parce que je le considère comme quelqu'un qui fait partie de la communauté nationale.
Si je me disais, bah tiens, je vais pas parler de cette personne, pour moi, c'est une forme d'ostracisme, c'est une condescendance. Vous dites et moi, énoncer... ayant été victime, entre guillemets, de condescendance, je me dis, bah non, l'autre, je le considère comme mon égal. Donc, je vais le charrier. Et vous dites, en énonçant, on dédramatise. Bah forcément. Après, ça dépend comment on le fait. Parce que c'est là où il y a différentes formes d'humour et de degrés d'humour. Il y a des bons humoristes, il y en a des moins bons. Et c'est aussi le public qui choisit. Donc, il n'y a pas de limite. Dans le rire, je pense pas qu'il y ait de limite, sauf, pour revenir sur la phrase de Desproges, on peut rire de tout avec n'importe qui. Encore faut-il que ce soit drôle, bien amené et bien communiqué. Merci beaucoup, merci. Et je précise que dans votre spectacle, on vous voit à l'Alhambra, vous allez être un peu partout en France, vous vous moquez des Juifs, des Gaulois, des musulmans, des cathos, des homos, des blagues, de tout ce qu'on veut, etc. Et moi, j'ai trouvé, des Chinois aussi, et j'ai trouvé que c'était toujours bienveillant et que ça déminait un petit peu ce qu'on pouvait penser de notre société. Ça nous décontractait de rire avec vous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai reçu, moi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu parler ici. C'est pas facile de parler de ces questions-là, surtout après un sujet tel qu'on vient de voir. On va redonner la parole aux politiques, puisque les politiques sont en ce moment les premiers à se plaindre de la façon dont ils sont quelquefois moqués. Ils sont aussi les premiers à se précipiter sur les plateaux de télé pour aller, je dirais pas faire le beau, mais en tout cas faire le drôle, quelquefois à leurs dépens. Ont-ils raison de le faire? Question qu'on posera tout à l'heure à Jean-Pierre Raffarin, mais d'abord l'enquête, Sébastien Lafargue, Antoine Morel et Xavier Puy-Perrou. De son propre aveu, ce n'est pas l'exercice qu'il préfère. Jean-Vincent Placé, sénateur Europe Écologie, a pourtant bloqué son après-midi ce jour-là pour participer à un célèbre talk-show. Et voilà, tout beau. Après le maquillage, les invités patientent en coulisses. Des têtes connues de la télévision et du showbiz, des professionnels du divertissement bien éloignés de l'univers politique. Rencontre entre deux mondes. Oui. Non, c'est déjà pas vous avez vu à la télé. Non, mais moi je vous ai vu à la télé, c'est sûr. Non, je vous ai vu déjà. Même au cinéma. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Droite. Non. Front National. C'est ça? C'est ça. Ouais, je crois. Vous rencontrez souvent des hommes politiques sur les plateaux? Non, pas toujours. Non. Alors, je me souviens, moi, d'un homme, une femme politique qui avait dit, ouais, si c'est pour aller sur un plateau de télé, entre deux vannes de billard ou de Franck Dubosc, elle vient pas dans les plateaux de télé de vérité, madame. Est-ce que je vais dans les débats politiques, moi? Au moment d'entrer dans l'arène, Jean-Vincent Placé est prévenu. Bienvenue dans le monde du spectacle. Ici, il va falloir faire preuve d'humour et d'autodérision. Car entre les mains de Thierry Ardisson, c'est la règle. Depuis 15 ans, l'animateur reçoit des personnalités politiques pour parler sérieusement un peu, pour rire beaucoup plus. Placé entre une créatrice de sextoy de luxe et un comique, il assure pourtant qu'il n'est pas venu travailler son image. Promis, il est là pour parler politique et rien d'autre. Je n'ai pas tellement de stratégie de communication, y compris certains me reprochent d'ailleurs d'être trop naturel ou de dire les choses trop tranquillement ou peut-être pas assez solennellement, mais voilà, je pense que c'est aussi ça la vie moderne, c'est de s'afficher avec transparence et puis voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de parler de mes idées, on va en parler là sur la malbouffe et de défendre l'écologie, c'est ça l'essentiel. Mais avant de parler d'écologie, il est vivement recommandé de rire aux blagues du maître de cérémonie. Jean-Vincent Placé, bonsoir. Vous êtes différent de tous les autres membres du parti. Vous êtes facilement reconnaissable. En effet, vous êtes le seul en costume. Alors, autre raison de vous remarquer, Jean-Vincent, vous êtes le seul homme politique français d'origine asiatique. C'est bien la Corée du Sud. Oh, alors, on se moque gentiment de lui, c'est le prix à payer pour avoir le droit de parler de choses plus sérieuses.
Répondez-moi sur les cantines scolaires. C'est un vrai problème. On donne à nos gosses... C'est nous qui nous battons tout le temps pour les cantines bio. On a fait ça à la mairie du 2e, on l'a fait à Montreuil, oui, on le fait à Sevran, partout. Nous avons des maires partout, nous avons des élus. L'agriculture, le maintien de l'agriculture de proximité, c'est nous. Jean-Vincent, l'émission ne va pas durer non plus de 3 heures. 2h30 exactement, la durée de l'enregistrement. Après montage, il ne restera que 10 minutes de Jean-Vincent Placé. Mais le sénateur s'en contente. Il est passé à la télé à une heure de grande écoute et c'est à ses yeux l'essentiel. C'est vraiment important de pouvoir parler à des gens qu'on ne voit jamais. Et je pense que ceux qu'on ne voit jamais, ils sont aussi devant la télé dans ce type d'émission. Donc c'est quelque part démocratiquement utile. Mission remplie pour le politique, même si sa prestation n'a pas forcément convaincu le maître des lieux. Nous avons pu l'interviewer à condition que ce soit dans son décor, avec ses caméras. Il a été bon, Jean-Vincent Placé ? Jean-Vincent, il est un peu théorique toujours. Il a du mal, il faudrait qu'il soit un peu plus léger, quoi. Il faudrait qu'il soit un peu plus, voilà, un peu plus cool. Il est un peu toujours, il nous assène toujours ses vérités politiques et à un moment, il faut savoir décrocher de ça aussi pour être un peu plus humain. Bon, ils ont à gagner à passer entre vos mains, en fait, finalement. Ils ont à gagner soit parce qu'ils sont pas connus et ça les rend connus, soit parce qu'ils sont pas sympathiques et ça les rend sympathiques. Voilà. Politique, comique et show business. Un mélange des genres qui ne date pas d'hier. Est-ce que embrasser, c'est tromper? Il y a une quinzaine d'années, Michel Rocard en avait fait les frais. C'était déjà avec Thierry Ardisson. Ah ouais. Et sucer, c'est tromper? Pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Depuis 30 ans, ils en voient de toutes les couleurs. Ils ont d'abord été caricaturés avec les marionnettes du Bébête Show. Camarade, comme ça, Puis celle des Guignols. Mais aujourd'hui, on leur demande de participer activement au spectacle. On ne compte plus les émissions de divertissement dans lesquelles ministres ou députés sont sommés de rire de tout, et d'abord d'eux-mêmes, au risque parfois de se ridiculiser. Vous êtes porno, sérieux? Non, mais ouais, c'est vrai. Vous regardez bien YouPorn quand même, non? Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, voilà. Il est honnête. Faut-il y aller ou pas? Les avis sont partagés. On a un travers, nous les politiques, c'est qu'on a tendance à considérer que la visibilité médiatique est la clé majeure de votre existence politique et donc on se prête à peu près à tout. Et donc finalement on finit par s'abîmer avec ces histoires-là, surtout quand on va dans des émissions d'humour. Mais la tentation est souvent trop forte. Contrairement à sa ligne de conduite, Ramayad a récemment accepté l'invitation d'un imitateur. J'ai systématiquement refusé dans une émission où le principe c'est que l'humour. Et puis il me dit mais c'est juste après le JT, il y aura quand même beaucoup de Français devant leur télévision. Et là j'ai pas hésité. Je suis allée, changer d'avis. J'y suis allée parce que je pouvais parler à beaucoup de gens. L'humour à tout prix ne risque-t-il pas de discréditer la politique? Aujourd'hui, certains se rebellent contre ce qu'ils considèrent comme une dictature du rire. « 8h du matin dans les loges d'une chaîne d'information en continu. Dans quelques minutes, Jean-Louis Borloo est à l'antenne. Il va s'exprimer face à Jean-Jacques Bourdin sur tous les sujets de l'actualité du jour. Ah oui. Il y a de la matière aujourd'hui. Faut y aller. Mais ce qui fait le buzz en ce moment, c'est la sortie de l'ancien ministre sur sa marionnette des Guignols. Il y apparaît toujours décoiffé, négligé et surtout très porté sur la bouteille. 3, 2, 1... Jean-Louis Borloo est avec nous, président de l'UDI et député. Jean-Louis Borloo n'en peut plus d'être caricaturé en alcoolique. En direct, il siffle la fin de la récréation, quitte à passer pour un rabat-joie. Ces caricatures, ça vous touche là? Je sens que ça commence à vous toucher là. Me faire passer pour un alcoolique. Ouais. Je vous ai jamais vu ivre ici. Non, mais un jour, ils ont monté ce truc-là, une fois, c'était drôle, parce qu'il y avait une rumeur. Bon, très bien. Depuis, c'est devenu un espèce... Ça fait 8 ans. Ouais. Je pense qu'on est sorti de la petite caricature. Ouais. Je rappelle que c'est une maladie. Ouais. Je ne suis pas touché, mais il y a des tas de gens qui sont touchés par ça. Je pense qu'on dépasse la caricature, le trait particulier. On peut me caricaturer de tellement d'autres manières. Ça vous fait mal? J'ai tellement d'autres défauts. Oui, on a tous. Et ça vous fait mal? Bien sûr que c'est très blessant.
Ce qui l'a fait sortir de son silence après tant d'années, c'est une remarque faite à son plus jeune fils dans la cour de l'école. Je ne veux pas tomber dans le pathos personnel. Mon dernier fils, jeune, m'a dit, t'es à l'école, on m'a dit, alors, ton papa, il boit toujours? C'est vrai que ça a dû un peu déclencher quelque chose, ça m'a un peu remué. Fin de séquence. Jean-Louis Borloo prend ses distances avec l'humour, mais difficile d'échapper aux pros de la blague, qui se montrent parfois très intrusifs. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà, parce que je t'aime bien. Une question, Jean-Pierre. Guet-apens à la sortie de l'Assemblée nationale, c'était il y a plus de 20 ans. Laurent Baffy interpellait et choquait les hommes politiques. Jacques, simplement, est-ce que le fait d'être connu en politique, parfois il y a des nanas qui sont impressionnées, des nanas qu'on n'aurait pas forcément tirées, mais comme on est député, hop, on peut leur mettre une cartouche. C'est une plaisanterie, là. Depuis, ils se sont détendus et donnent volontiers de leur personne. Il faut dire que l'exercice est devenu courant. Salle des 4 colonnes, entre 2 séances dans l'hémicycle, c'est là que les députés répondent aux questions des journalistes et aux défis rigolos lancés par le petit journal de Canal+. Sur cette carte du continent africain, les élus doivent situer la Centrafrique où la France est engagée militairement. Oui, ça doit être ça. Parce que, attendez, là, j'hésite entre là et là. Parce que elle est... Bonne question, ça c'est l'Éthiopie. Non, c'est plutôt ça. Il y a un mois, une autre équipe de la chaîne cryptée a obtenu plus fort encore. La bonne image et l'exemple. Mais là, ils ont été à la hauteur. Costume sombre et maillot de foot, c'était un pari. Les députés avaient promis de s'habiller comme ça si la France se qualifiait pour le mondial. Et contre toute attente, c'est ce qui s'est produit. La palme du défi le plus audacieux, c'est Philippe Gosselin, député UMP de la Manche, qui l'a décroché haut la main. Déjà le ridicule est un peu là quand même. Sur le marbre du Palais Bourbon, ces tongs ont fait sensation ce jour-là. Depuis, le député rieur tempère ses élans comiques. Ça a buzzé, ça m'a complètement échappé, mais voilà, c'est comme ça, certains n'ont pas compris, on trouvait ça ridicule, et sans doute que la situation était un peu ridicule, mais allez, on va considérer que c'est un peu d'humour, et on va pas se focaliser là-dessus, et on est comme tout le monde. Philippe Gosselin n'est pas prêt de remettre ses tongs. Il l'assure, plus question de se prêter à ce genre de pitrerie dans un climat de défiance à l'égard des élus. Certains d'entre eux tiennent d'ailleurs les comiques pour responsables de la dégradation de leur image et n'hésitent plus à les traîner devant les tribunaux. Nadine Morano nous a donné rendez-vous chez elle à Toul, en Lorraine, où elle fait campagne aux côtés du candidat UMP pour les élections municipales. Du temps où elle était ministre, elle était l'une des cibles privilégiées des humoristes et ça ne l'a jamais fait rire. En particulier quand sa marionnette est apparue au Guignol de l'Info et que l'Est républicain en a fait sa une. Vous m'avez dit c'est la consécration. Vous entrez aux marionnettes des Guignols de l'Info, c'est la consécration. J'étais atterrée d'entendre ça. Pour moi, la consécration, c'est l'élection. Et là, vous dites, on passe dans une autre dimension. Je vais avoir, en plus de mon travail normal, de mes fonctions, à subir ça. Elle n'aime pas être caricaturée, elle apprécie encore moins être piégée dans un canular à la radio. Lors des dernières législatives en 2012, l'humoriste Gérald Dahan l'a appelé en se faisant passer pour Louis Alliot, un haut responsable du Front National. Oui. Allô, Madame Morano? Oui. Oui, bonjour, c'est Louis Alliot au téléphone. Ah d'accord. Bon, moi je trouve que Marine Le Pen a beaucoup de talent. Voilà. Elle a un talent oratoire, elle a beaucoup de talent. Elle a beaucoup, énormément de talent. Il faut nous mettre le droit de vote des étrangers. Mais attends, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Et comment que je me rends compte? Vous croyez que je me rends pas compte? Bon. J'ai pas envie que ça devienne le Liban chez moi. Vous voyez? Je me demande pourquoi vous n'êtes pas au Front National. Nadine Morano estime que le comique n'avait pas le droit de l'enregistrer à son insu et que ses propos ont été déformés au montage. Elle l'a attaqué en justice. Selon elle, les humoristes vivent sur le dos des politiques. Mais vous savez, ils se font de l'argent sur notre dos. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que ces gens-là, je parle des marionnettes, mais je parle aussi des humoristes, se font de l'argent sur nous, sur notre dos. Ils se font du fric. La réalité, c'est ça, c'est qu'on est des produits pour eux. On n'est pas autre chose. Elle rend coup pour coup. Le dernier à en avoir fait les frais, c'est Guy Bedos, qui l'a insulté en octobre dernier lors d'une représentation dans la salle de spectacle de la ville de Toul.
savez quoi ça s'arrête? Le peuple, je connais, j'en viens, ben retourne-y, connasse. L'ancienne ministre a porté plainte pour injure publique. Alors certains humoristes vont-ils trop loin? Stéphane Guillon a souvent été critiqué pour sa férocité quand il officiait sur France Inter. J'ai été très traumatisé par le crash du président polonais Lech Kaczynski. Je trouvais ça très, très violent et du coup, cette nuit, j'ai rêvé que Nicolas Sarkozy et une partie de son gouvernement mouraient dans un accident d'avion. Je me suis réveillé dans un soubresaut, en sueur, en criant « Non, non, touchez pas au président et à son équipe ». Ceux qui se plaignent d'être brocardés, pardon, mais c'est eux qui ont ouvert la boîte. Hein. Vous voulez dire quoi? Je veux dire que c'est eux qui nous ont autorisés à ça par leur comportement. Sarkozy, par exemple, qui tutoyait tout le monde, qui traitait les gens de pauvres cons au salon de l'agriculture, ou qui voulait se battre tout d'un coup avec un pêcheur, qui amène comme ça, ou qui se fait filmer dans l'intimité avec Carla Bruni, qui autorise ça par son comportement, par ses coups de gueule. Il prête le flanc à la caricature. Donc nous, on y va. Des politiques qui descendent de leur piédestal. Bonjour, ça va? Certains, et c'est nouveau, deviennent eux-mêmes des saltimbanques. Oh, salut les enfants, salut Cyril. Oh chérie, comment ça va? Après avoir été 3 fois ministre, Roselyne Bachelot embrasse la carrière de chroniqueuse avec jubilation. Elle est aujourd'hui l'invitée de Cyril Hanouna. Elle avait fait le pilote de l'émission. Est-ce que vous connaissez la chanson Tout nu et tout bronzé? Tout nu et tout bronzé, on fait bien, on est beau quand on vient l'été. Eh bien, on va reprendre les paroles de cette chanson, entre nous, vous et moi, Roselyne, sur la Traviata. Oh non. Oui, si, on va faire ça. Tout nu, tout bronzé, on est bien, on est beau. Été. Oh non, vous nous arrivez là. Est-ce que selon vous, vous êtes connue pour être bonne cliente? On le dit, c'est pas à moi de me faire de l'autopromotion. C'est-à-dire que je pense avoir un certain naturel qui fait que j'ai un rapport plutôt amical avec la caméra et ça se sent. Et est-ce qu'on vous demande carrément parfois d'être drôle? Est-ce que vous aimez être drôle, faire rire? On ne m'a jamais demandé d'être drôle, je pense l'être naturellement. Je peux être à la fois drôle et sérieuse. Sa carrière est bien lancée. Elle va même prochainement faire une apparition dans une série télé. Pour l'heure, elle n'a pas prévu de revenir en politique. Et voilà pour cette enquête de Sébastien Lafargue et de Antoine Morel. Et on est ici avec vous, Jean-Pierre Raffarin, dans ce foyer de l'Odéon, théâtre de l'Odéon. Très bel endroit quand même. Alors on est dans le foyer, on n'est pas sur la scène parce qu'ils sont en répétition. Ils préparent les fausses confidences de Marivaux sous la direction de Luc Bondy, avec des tas de gens bien, avec Bulogier, Isabelle Huppert, avec des tas de gens super. Et ça sera à partir du 17 janvier. Alors on est là, on vient de voir ce reportage. Vous, je dirais pas que vous êtes un spécialiste mondial de l'humour, mais vous avez été quand même, vous avez reçu un prix l'an dernier, je crois, de l'humour politique pour l'ensemble de votre carrière, si je ne m'abuse. C'est pas mal, c'est une sorte de coup de chapeau. Je fais partie de ceux qui, en effet, aiment ce jogging de communication qu'est l'humour. Vous savez, c'est Wolinski qui disait qu'entre deux personnes, le plus court chemin, c'est l'humour. Et ça, je crois que c'est vrai. Alors, est-ce que vos amis politiques ont raison de se plaindre d'être caricaturés, brocardés, imités, chambrés, comme ils le sont à longueur d'émissions, de spectacles et de caricatures, justement? Évidemment, je pense que la plupart de ceux qui sont chambrés le cherchent bien. Car au fond, la vie politique, elle a une certaine forme de justice. Qui veut trop communiquer, à un moment se prend en retour une overdose de communication. C'est l'arroseur arrosé. Absolument. Et donc ça arrive quand les gens s'exposent trop. Au fond, on voit bien, dans l'exercice des responsabilités, qu'une des choses que l'opinion publique demande à l'homme politique, c'est une certaine sobriété. Et quand on sort de la sobriété, en général, on en paie le prix. C'est la rançon, c'est débordement. Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, si on vous suit, que les politiques n'auraient pas trop intérêt à aller se prêter, se montrer dans ces émissions de divertissement et aller
faire rire. On peut le faire, et on peut, je crois... Vous l'avez fait, vous êtes allé, je crois, au Grand Journal ou des émissions comme celle-là. Bien sûr, on peut faire les choses. Et notamment, on peut créer une distance, montrer de l'autodérision. Ça ne fait jamais de mal de ne pas se prendre au sérieux à l'excès. Donc cette gymnastique pour un homme politique n'est pas quelque chose... Ce n'est pas au détriment de la crédibilité je pense du politique. Comme toujours dans la vie, c'est une question de mesure. Et je pense qu'il y a un moment où il faut savoir garder un certain sens de la gravité. La politique, c'est quand même globalement une réponse à la tragédie de la vie. Et donc, globalement, les choses ne sont pas gaies en politique. Mais donc, ça n'empêche pas de rire et de rire de soi. Donc, on peut rire de soi, on peut montrer une certaine aisance intellectuelle par une gymnastique du sourire, par une capacité à pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, mais je pense qu'il y a une certaine dimension à respecter. Bon, mais d'après vous, il n'y a pas une sorte d'inflation du rire aujourd'hui? Les politiques ne sont pas plus maltraités qu'ils ne l'étaient hier? Je ne le pense pas. Les chansonniers ont toujours existé. Maintenant, la communication fait qu'elle est plus brutale, plus violente, plus rapide avec les nouveaux médias. Donc, mais c'est pas d'aujourd'hui que ces choses-là existent. Mais je pense qu'une chose est de se faire caricaturer, enfermer dans une caricature, comme Jean-Louis Borloo se plaignait tout à l'heure, on fait une caricature qui emprisonne. Ça, très souvent, l'homme politique est victime de cette caricature qui marche devant lui d'une certaine manière et que l'opinion publique connaît plus que la personne réelle. Très souvent, quelqu'un est caricaturé au point que, au fond, cette caricature a plus de notoriété que la personne. Donc on a peut-être intérêt quelquefois à rejoindre sa propre caricature pour faire passer son propre message. Ça vous dites. Quelquefois, il faut être prudent parce que la caricature vous échappe. Et quand elle est partie, elle échappe même à ceux qui l'ont créée. Car l'opinion publique se l'approprie et à ce moment-là, vous êtes caricaturé. Je me souviens d'un jour où j'étais avec Jacques Chirac au Palais des Congrès, c'était son anniversaire, et il était là devant des jeunes d'école de commerce. Il a commencé par son ton un peu bonsoir, il était au fond très généreux, et les gens sont partis à rire, parce qu'ils ont vu le Chirac du Guignol. Ils ont vu la marionnette. Et il a mis 3 minutes, par le sérieux, à reprendre la salle, parce que la salle était en train de lui échapper. Donc il y a un moment où la marionnette existait plus que le président, et il a fallu que le président fasse taire la marionnette. Mais aller chez Ruquier, Chardisson, petit journal, etc., c'est pas démonétiser la parole politique, c'est une autre façon de toucher d'autres gens. Je pense, mais et c'est une question de dosage, et puis c'est une question aussi de naturel, de sobriété, et au fond, ne pas chercher systématiquement à porter d'autres habits que les siens, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Et tant pis si ça s'accompagne à quelques petits dérapages, avec Rocard qui dit Sucé s'est pas trompé, etc. De toute façon, il faut reste à la postérité. Il faut savoir que dans l'expression, le dérapage est un risque permanent. Dans ce cas-là, il faut chercher le silence. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Jean-Pierre Raffarin, dans cet bel endroit de l'Odéon pour nous parler d'humour. Alors, on arrive au terme de l'émission. J'espère qu'elle vous aura fait rire un petit peu de temps en temps. J'ai quelques mises au point à faire, notamment sur l'émission sur le grand banditisme qu'on avait fait le 14 novembre dernier, dans laquelle on a montré par erreur le visage de Jean-Claude Guazzelli en parlant de la brise de mer, alors qu'il n'a jamais été mis en cause pour quoi que ce soit. On l'a confondu visiblement avec l'un de ses frères, donc autant pour nous. Voilà, on arrive donc au terme de l'émission. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accueillis, que ce soit le théâtre de Gymnase, la salle Gaveau, le théâtre de l'Odéon ici avec son directeur Luc Bondy. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, François Ducroux, Thomas Auro, Joël Bruandet, à Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle qu'on se retrouve le 9 janvier, puisque ce sont les vacances, avec une émission sur l'adoption, mais l'adoption quand elle se passe mal, on parlera de ces échecs qui dérangent parfois. Mais d'ici là, je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes. Bonne fête à vous, Monsieur Raffarin. Bonne fête sur France 2, évidemment. Et je vous laisse bien sûr avec un concert de Marc Lavoine, un concert live. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.